lumières, là, elles sont très fortes. Je dis ça pour Alexandre en cabine, s'il peut voilà, les tamiser un petit peu. Voilà, Shiva Baby, donc film de 2020, un film à huis clos, tourné en 16 jours, et pour un budget de $200 000. Il vous donne une idée à la fois de l'économie du projet et de la densité enfin de l'obligation en quelque sorte à réaliser un tournage en huis clos rapidement. Mais avant peut-être de donner d'autres informations peut-être sur le contexte ou sur le film lui-même, peut-être tu auras envie d'une première réaction liée toi à la projection du film. J'avais envie de dire peut-être que ce qui me semble-t-il peut-être t'a plu dans le film, c'est à la fois la force du personnage principal, qui est vraiment le point focal du film, au tous les sens du terme, et aussi l'actrice, parce que donc le personnage s'appelle Daniel, et l'actrice Rachel Sennott. Est-ce que c'est par là, en quelque sorte, que le film, tu tiens à ce film-là, ou c'est aussi pour son, j'allais dire, cette dimension de comédie, même si c'est à la fois une comédie, disons, la réalisatrice elle-même disait que c'était une comédie un peu horrifique. Est-ce que tu le vois comme ça aussi? Oui, j'avoue que l'expérience du grand écran a fait que quand j'ai découvert ce film sur Mubi, j'ai trouvé que c'était une maîtrise absolue dans la façon de réaliser et de traiter le son de ce que c'est que des crises d'angoisse successives pendant une réception. Et ça m'a vraiment épaté, en fait, au-delà des acteurs qui sont tous vraiment très très bons. Je trouve qu'il y a une maîtrise technique, même au niveau de la musique, ce qu'elle a choisi, comme tous ces arpeggios là, au violon, et surtout de faire passer les lignes de dialogue et derrière le son, que l'action se passe toujours derrière elle ou devant elle, qu'elle n'ait pas de pouvoir d'action. Et en fait, toutes ces espèces de montées et de descentes, là j'avoue que quand j'avais vu le film à la maison, c'est amplifié fois 4 quoi, en grand écran. Et j'avais un peu oublié, ouais, effectivement, je trouve que c'est une comédie hyper angoissante. Tu sors du film, t'as très faim et t'es hyper stressé. Je crois que je me suis fait un torticolis. Je trouve qu'on a envie de courir stressant. Après, non? Ouais, j'avais oublié à quel point t'es en respiration haute. Et je trouve qu'il y a le pari est assez réussi de faire un film qui est très physique pour l'œil et très physique aussi pour le ressenti. Et je trouve aussi quand même que c'est la voix d'une génération aussi, que c'est des problématiques qui ne sont pas forcément tout le temps les nôtres, même si la perte identitaire a été pour tout le monde pareil, quoi. Mais là, je trouve ce qu'elle raconte, elle est perdue en fait, et elle est perdue face à son travail, face à sa vie, mais aussi sexuellement, et aussi sur la façon d'aller vers les autres, et avec toutes les applications, et avec cette façon d'envisager le sexe et tout. Moi, j'ai trouvé ça drôlement angoissant. En plus, au générique, j'avais pas fait gaffe, mais c'est la même typo que Woody Allen. Donc on sent aussi qu'il y a une espèce de... Un générique noir ou comment dire, écran blanc sur fond noir. Ouais, donc il y a aussi toute cette chose-là où ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui a 25 ans et qui a une fille et qui reprend aussi des choses où lui, il a quand même construit sa vie sur une crise d'angoisse, quoi. Donc, et là, c'est vrai que j'avais oublié à quel point il est inconfortable, ce film. Et pas forcément drôle. On est comme ça. Enfin, il y a quelque chose de vertigineux, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Et je trouve que par rapport à Jürgen Lenz, c'est vraiment tout l'inverse. Et où t'as du temps, du calme, du vide, totalement. Des plans fixes ou des zooms. Là, c'est illustratif, en fait, d'une certaine manière. Mais je trouve qu'il pousse tellement le bouchon loin dans la réalisation et que on arrive à une forme de transe, en fait, au bout d'un moment. Moi, c'est ça que ça m'a fait. C'est vrai que la réalisatrice a dit que dans ses influences, elle avait plus, pour s'inspirer ou trouver le ton de son film, elle avait plus vu des films d'horreur ou des films de maison hantée que des comédies. Et effectivement, ça se ressent bien sûr dans la musique,
le choix comme ça, on a l'impression que tout le temps, il y a toujours une corde qui casse au violon, enfin, il y a toujours un désaccord vraiment audible. Et à quel point la musique a joué, joue sur nos nerfs. Et quand on voit le court-métrage qu'elle a réalisé, donc, qui s'appelle Shiva Baby, et qui date de 2018, qui fait 8 minutes, à partir duquel elle a extrapolé ce long-métrage de 77 minutes, il n'y a pas de musique. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est toute la partie, comment dire, tout l'amour qu'elle a pour le personnage, pour la jeune fille, tout ça est absent du film. C'est-à-dire que c'est comme si avec le long métrage, elle faisait son sorte de coming out, vraiment, elle dit pourquoi elle fait le film et pourquoi elle le raconte, mais ça, dans le court métrage, c'est complètement absent. À la fois la musique et cette dimension de l'histoire. Mais quelqu'un, enfin un critique, je crois, a dit que la musique était un peu une sorte de variation sur le thème des Dents de la Mer. Non, enfin, c'est une extrapolation, mais c'est pour essayer de rendre quelque chose de ce que cette musique, dans ce côté lancinant et répétitif et désaccordé, peut avoir effectivement d'angoissant ou d'inquiétant, et créer finalement un sentiment de menace, même si on se doute que d'une certaine manière, il ne va pas y avoir mort d'homme ou mort de femme, mais il y a... Je trouve qu'on est complètement du côté de Nathalie Sarraute, avec les tropismes, avec ces choses-là, ces petites phrases de la vie quotidienne de « Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi ?» Et ces trucs-là de « Ah, c'est bien ça !» Et où à l'intérieur, ça crée une déflagration. Et effectivement, c'est comme dans un film d'horreur, quoi. Souvent, surtout dans ces confrontations sociales de famille ou où tu dois bien présenter, ou dans des festivals de cinéma, ou dans des choses... Je trouve que la violence qu'il y a là, effectivement, quand quelqu'un la saisit à la taille et que tout d'un coup, il y a le même... comment ça s'appelle, pas cliffhanger, le même truc là qui fait très peur dans les films d'horreur. Surprise, apparition. Ouais, comment ça s'appelle, ça a un nom, ça? Jump scare. Yeah. Le what? Un quoi? Jump scare. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir hybridé ça avec des situations familiales. Et et du coup, ça m'a fait penser à Sarraute aussi, pour ça. C'est vrai que là, la famille est montrée comme un peu un... Alors, c'est à la fois une famille, c'est une communauté, c'est une famille, une communauté, mais effectivement, je pense que le film dit à quel point, et c'est pour ça aussi qu'on le ressent comme ça, que c'est pas seulement... ça se passe pas comme ça seulement chez les juifs ashkénazes de la côte Est, quoi. Disons, ça se passe comme ça dans les familles. On pourrait dire que... Tu veux m'en parler de ta mère? Non. C'est la séance du mercredi. Il y a cette dimension-là un peu universelle, effectivement, où la famille apparaît comme un étouffoir, parce qu'effectivement, il y a ce qui est terrible dans la pression sociale, c'est le nombre de fois qu'elle est obligée de répéter son faux scénario ou la fiction de ce qu'elle est, pour en quelque sorte se débarrasser des autres, quoi. Jusqu'à jusqu'à l'asphyxie, mais aussi parce qu'elle, comment dire, elle-même, elle est confuse. Elle-même, elle est hésitante, elle-même, elle va d'un côté et de l'autre, elle-même, tout le film, d'une certaine manière, est peut-être sa tentative à elle pour trouver, disons, une voie ou un chemin, ou sortir de cette confusion. Ouais, puis je trouve qu'il y a une grande maturité dans ce qu'elle a écrit, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je trouve qu'elle a compris, à 25 ans, ça me fait aussi un peu penser à Dolan, avec J'ai tué ma mère, elle a compris vraiment ça, quoi, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, tout le monde ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider, mais personne n'arrive à l'aider, elle n'arrive pas à verbaliser son problème, en même temps elle fait vraiment n'importe quoi de A à Z, et ça je trouve que c'est fou à 25 ans d'arriver à écrire ça. Je suis très admirative, parce que je me dis, les parents on vit avec jusqu'à 20 ans, donc ils nous construisent, puis après je pense qu'il faut 20 ans pour tout déconstruire, donc la vie commence à 40 ans. Elle, j'ai l'impression qu'à 25 ans, elle a déjà pardonné, elle a déjà compris qu'ils étaient avec elle, mais qu'ils arrivent. C'est super beau la scène, je trouve, où sa mère lui dit tout va bien aller, et puis après ça retourne dans le truc, puis au pire, tu peux venir vivre avec nous. Et c'est génial, puisque ça fait. Tu te dis, tu vois la solution au bout du tunnel, et je trouve que c'est assez fort, quoi, émotivement.
et puis des choix de mise en scène, comment dire, assez forts qui aident à créer cette sensation, parce que paradoxalement, c'est un écran, enfin, c'est filmé large, c'est un format scope, ce qui lui permet à la fois de mettre beaucoup de monde dans le plan, hein, et donc de recréer paradoxalement un sentiment d'étouffement, puisque elle est tout le temps en quelque sorte au centre, ou le point focal, et il y a même des plans où c'est des bouches qui parlent sur les côtés du cadre, et elle est au milieu, fixe et coincée. Donc il y a à la fois un grand cadre, et un sentiment de manque d'air. Et ça, je trouve qu'elle réussit très bien, de même que l'usage du flou. Alors elle voit flou, ou elle est floue, ou elle est une vision distordue de sa réalité, mais le flou, la réalisatrice a une idée du flou, et ce qui lui permet même d'éviter des champs contre champs. L'actrice peut être au premier plan, et puis en fait, ce qui se dit se dérouler au fond, on devine les figures, mais surtout on reste sur son visage à elle. Parce que l'actrice, enfin, est absolument incroyable, c'est-à-dire ce qu'elle arrive comment dire, à porter, à faire passer et à faire comprendre de son mal-être ou de son malaise ou de ça. Ça, c'est quand même un des grands plaisirs du film, c'est de la regarder elle, quoi. Ouais. Il y a toujours 2-3 sentiments en même temps. Oui. Et c'est ça qui est épuisant, quoi. Au bout d'un moment, c'est vraiment assez fascinant. Et puis le gars aussi, il est... Comment il s'appelle? Max? Non, je sais plus. Le Sugar Daddy. Le Sugar Daddy, ouais. Ouais. C'est pareil, Max. il a une chose de tellement de lâcheté, et en même temps, il est hyper doux, et il sait pas quoi faire, et je trouve que c'est assez fou, quoi. Ce qu'ils arrivent, tous les acteurs, à faire passer en triple, quadruple, quintuple lecture en même temps. C'est d'autant plus étonnant que, comme elle avait un petit budget, que le tournage a été très court, elle a dit, la réalisatrice, que la difficulté était aussi d'arriver à garder une impression de continuité au tournage, alors qu'évidemment, c'est tourné dans le désordre, parce que très souvent, il manquait tel jour ou tel jour, il manquait tel acteur ou telle actrice, et qu'elle composait des scènes avec celles et ceux qui étaient là pour, disons, un dialogue à deux, mais ceux qu'on imagine autour n'y sont pas. Il y a quand même une grande habileté à arriver à maîtriser le chaos de ce qu'on imagine être le tournage. Et la réalisatrice a dit qu'elle avait, lorsqu'elle a trouvé la maison dans laquelle tout ça se passe, en fait, elle l'a refaite en Lego, et que c'est dans le Lego qu'elle a imaginé son découpage, et que c'est ça qui lui a permis, entre autres, de se préparer à ce tournage dans ces conditions en 16 jours. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a, enfin, à part 2-3 moments, il n'y a pas de faute de raccord, il n'y a pas de... Il y a un sentiment, enfin on a le sentiment que elle, si le personnage est confus, la réalisatrice, elle, sait ce qu'elle fait. Et c'est encore plus étonnant quand on voit le court-métrage, à 2 ans d'écart, le saut qualitatif est impressionnant. Des questions, des interventions, des idées par rapport au film ou au personnage? Ça vous a séché. Par rapport à la chasteté des films précédents, j'étais très bouleversé pour la suppression sexuelle dans celui-là. Et voilà. J'étais très étonné parce que j'allais demander pourquoi il n'y avait pas de sexe dans votre choix, et là j'ai trouvé la réponse. Il n'y avait pas de quoi? Sexe. Le sexe dans mon choix. Et ce n'est pas une contrepétrie. C'est pour tout concentrer sur la fin. Oui, c'est vrai que la dernière fois, on était du côté de la comédie musicale, des animaux et des moines tibétains, des animaux de compagnie. Ouais. Mais bah oui, il faut un peu de sexe et un peu d'animaux de compagnie pour faire 3 séances à la Cinémathèque de Bernard. Oui, ouais. Mais après, j'aime bien aussi parce que c'est assez bien traité aussi, cet aspect-là. Ça
ça se finit juste quand ça commence ou ça s'arrête juste quand on n'a pas envie que ça démarre. Du coup, ça fait juste partie d'un récit, en fait, plus que... Et ça, c'est assez bien traité, je trouve. C'est de la... On est sur une grande gênance, quoi, dans ce film. Une grande gênance et c'est vraiment... comment on dit malaise, quoi. Mais sur la dimension érotique, je trouve que par exemple la scène où les deux jeunes filles se retrouvent à l'extérieur et finalement vont s'embrasser, je trouve la scène très très réussie, à la fois parce qu'elle est très bien jouée, qu'elle a des idées de cadrage suffisamment larges là tout d'un coup pour que, enfin, il y a un peu d'air qui passe, il y a même la jupe de la jeune fille qui se soulève, franchement on respire. Non pas parce que la fille de la jupe, je peux rien dire avec du malage. Bon. D'accord. Non, j'arrête. Et puis par exemple, et quand même, tout c'est filmé. Tout, non. Et en même temps qu'il y a cette scène entre elles deux et qui est très réussie, la réalisatrice a l'idée d'un plan et donc d'un cadrage comique. Quand elles s'embrassent et qu'il y a la femme au-dessus dans la cuisine qui prépare je ne sais quoi, là tout d'un coup tradition et modernité sont résumées en un plan, quoi, enfin un cadre. Ça c'est très malin, enfin c'est très réussi sur... voilà, c'est un peu la grâce. Moi, je suis quand même un peu dans le flou par rapport à la relation de l'actrice principale et du sugar daddy. Je ne comprends pas si elle a fait tout ce truc de gagner de l'argent en faisant du sexe avec des gens parce qu'elle voulait le faire avec lui, ou si c'était un mec dans le groupe des mecs qu'elle a vus et c'est juste que c'est super gênant de le voir dans une atmosphère comme ça, familiale. Elle n'est pas à l'aise et ça se comprend. Vous voulez dire que c'est un film qui vous a pas fait rire? Ah, moi ça m'a pas fait rire, ça m'a fait rire, mais tellement gênant, parce que tu te retrouves un peu dedans, quoi. Mais c'est le rire. Mais c'est ça, c'est... Je crois que c'est assez intéressant la question que vous posez, parce que moi j'ai pas de réponse en fait. La première fois que je l'ai vu, j'ai compris une chose. La deuxième fois, là, j'en ai compris une autre. Et surtout, moi, j'ai l'impression que le portrait, il est surtout de cet âge je crois, entre 25 et 30 ans, c'est une période... Enfin, non, même entre 20 et 30 ans, c'est assez étrange, je pense, ce qui se passe. Parce que tu as été habitué, tu es à l'école, on te donne un emploi du temps ultra timé, où tu as l'habitude de t'ennuyer, mais même cet ennui, il est cadré. Et tout d'un coup, bouf, on te largue dans la nature. Et en fait, surtout, tout ce que tu fais, t'arrives pas du tout à comprendre ce que tu fais. Enfin, moi, c'est mon souvenir de ça. Et c'est que, en fait, après, que tu peux, une fois que tu te retournes sur cette dizaine-là, que tu peux commencer à construire le chemin et à, comme les dessins, avec des numéros, à faire le tracé, à comprendre pourquoi tu as fait ça. Et pourquoi tu as fait du babysitting, pourquoi tu as fait du tennis, pourquoi tu as fait ci. Et tout a l'air déstructuré, je trouve, dans cette dizaine-là de la vie. Et c'est pas facile à vivre, je trouve. Et moi, c'est ça que j'ai vu, parce qu'on parle beaucoup de la crise d'adolescence, de tous ces trucs-là, mais en fait, cette crise-là, d'après 20 ans, des études, c'est de ça dont le film parle, je trouve. Et en plus, dans le monde des apps et de tout ce qui se passe, et des réseaux sociaux et tout, je trouve que c'est bien aussi, parce que le film ne devient pas que ça. Je sais pas, moi, quand elle s'engueule, et c'est génial quand elle dit mais on n'appelle pas, personne n'appelle. Tu vois, je trouve ça vraiment génial parce que c'est un truc. Quand elle se donne les règles des réseaux sociaux, ouais. Sur la story. Ces choses-là, je les trouve vraiment fines et ça met pas dehors non plus d'autres générations. On voit très bien de quoi. Mais je trouve que c'est vraiment. C'est ça dont ça parle et je trouve que c'est des périodes de construction dans la vie qui sont pas faciles pour les jeunes, je trouve. Parce que tu as vraiment l'impression de faire n'importe quoi. Et en fait, non. Mais il faut juste attendre. Et après, tu peux... Mais c'est ce que disait Laurie Anderson dans le film d'avant, où elle disait la vie peut être que compris backwards, enfin en regardant en arrière, mais pourtant elle doit être vécue en avançant. Et je trouve que ce film-là, il est pas mal là-dessus. Moi, c'est ça qui m'a touchée. Et surtout la maturité. La fille, elle le fait, elle a 25 ans. Du coup, elle montre bien qu'elle a des comptes à rendre aussi à chaque fois. Quoi ? Oui, parce qu'elle vit des choses
qu'elle ne s'est pas encore analysée, mais en même temps, elle doit expliquer ce qu'elle fait, mais ce qu'elle ne sait pas expliquer à chacun autour, toutes les 2 minutes. Ouais. C'est super intéressant. Ouais, complètement. Il y avait plein d'autres jours. Voilà. J'ai pas vu les autres séances et je suis très contente d'avoir vu celle-ci. Donc merci. Je me demande juste comment on aurait vu cette séance en inversant l'ordre des films. C'est-à-dire, je remarque que souvent, quand il y a une double séance, c'est le film plus court qui passe avant et qui est en plus souvent un peu écrasé par le suivant. Et je me demande, voilà, en tout cas, j'ai remarqué aussi dans le premier film qui est donc sur l'humain parfait. En fait, on le voyait presque entièrement à travers l'homme. Enfin, on voyait la femme beaucoup moins. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, quoi. Le monde est complètement pris dans la perspective des différentes femmes, des choses qu'elles traite, et l'homme presque un peu plus comme une sorte des objets externes. Un peu, hein. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais justement, je me demande comment ça serait de l'avoir vu dans l'autre sens, mais il faudrait recommencer. Je pense que par rapport aux autres séances, les autres fois, je crois que les films courts, ils s'harmonisaient plus en termes d'efficacité ou de non-efficacité avec le long. Et là, c'est assez... Enfin, c'est un film très efficace, le film de Jorgen Lenz, mais par contre, c'est très très différent. Donc effectivement, il y a quelque chose, je suis d'accord avec vous, là, ça écrasait un peu, parce que c'est deux énergies totalement disjointes, quoi. Mais je trouvais ça vachement intéressant justement pour ça aussi, ouais, que c'est un énorme saut dans le temps. T'as une jeune fille qui réalise ça, mais qui regarde comment les êtres humains fonctionnent, et lui, il regarde les années 60, hein. 67, voilà. Ça, on le sent bien, en même temps, il y a des vraies choses, je trouve, qui sont très très belles dans le film de Jorgen Lenz. Mais effectivement, la bonne femme, pas terrible. C'est un peu daté, quoi. C'est ça que je voulais dire. Hein. Non, mais si, moi c'est ce que je me suis dit, c'est que c'est marrant parce qu'on la voit, elle, très apprêtée. Enfin, il n'y a pas de simplicité, en fait, quand elle s'allonge. Mais c'est très intéressant, je trouve, comme type de documentation, parce que tu dis, bah voilà, c'était comme ça qu'une femme s'allongeait. Enfin, dans l'idée, quoi. Mais, et là, c'est pas pareil, quoi. Après. Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu le privilège d'être en première ligne de votre présentation d'Anvers, le périmètre de d'Anvers au Pompidou, le jour où un objet est tombé de la tête. C'était exceptionnel, unique. Et je vois le lien entre le spectacle et le premier film, évidemment, parce que du you look at him, do you see him, c'est là. Et la question que j'ai... Bon, déjà, par rapport au deuxième film, je ne sais pas pourquoi je fais ça à Primo Levi. La honte d'être un homme à l'échelle du XXIe siècle, donc ces max-là, c'est pénible à voir. C'est-à-dire, je ne voudrais pas être dans ces chaussures de toute façon, même si ce n'est pas critique. Ce qui est génial, c'est que les plein de sympathie pour le type, mais il est épouvantable. Donc, la question que je me posais, c'est par rapport à l'articulation entre les deux, parce que normalement, le premier, ce serait le vidéo art, où on a ce qui est, tandis que le deuxième, c'est qui doit être. Je me demande si c'est pas l'inverse, c'est-à-dire, le deuxième, c'est qui est, c'est-à-dire, c'est comme va tous les jours, évidemment, c'est un fait divers, le sugar daddy, ou les jeunes femmes qui ne trouvent pas leur place dans le monde d'aujourd'hui, etc. Tandis que le premier, c'est performatif, et on nous dit ce qui devrait être l'humain parfait, et comment vous s'articulez les positions, disons. Bah oui, hein, de toute façon, les formules, c'est fait pour être retourné comme des chaussettes, hein, donc je suis d'accord avec vous. Après, c'était plus dans l'idée de l'être et de ce qui doit être, c'était plus dans l'articulation de la narration, moi, au début, j'évoquais ça, quoi. C'est-à-dire, là, on regarde juste une oreille, on regarde juste quelqu'un marcher dans le premier film. Il n'y a pas de lien, on ne sait pas vers où il marche, pourquoi il marche.
On connaît pas... la voix arrête pas de dire à quoi est-ce qu'il pense. Alors que dans le deuxième film, moi ça m'a fait beaucoup penser, je me dis tiens, on se demande à chaque fois à quoi elle pense, à quoi il pense, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Et par contre, c'est toute la structure du récit autour, donc de ce qui doit être, c'est-à-dire il faut qu'elle oublie son iPhone dans la salle de bain pour que la femme le récupère, et en fait on ne sait même pas si elle a vu ou pas. Mais c'était plutôt dans l'articulation du récit que je plaçais un peu ces deux formules, recettes, on va dire, grille de lecture. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Par rapport à ce que mademoiselle disait tout à l'heure, et ce que tu disais aussi sur la déconstruction et la construction, on voit, enfin le film, je trouve, montre que la construction en passe par la destruction. C'est-à-dire que elle, le personnage, elle ne cesse de se... Elle perd ses collants, enfin elle enlève ses collants, à la fin elle est complètement débraillée, le maquillage a fondu, elle a l'air de sortir d'un grand 8, et on sent que c'est ce lâcher-prise auquel elle est obligée, qui peu à peu la débarrasse un peu de la carapace sociale ou de l'obligation sociale, et on voit bien que dans cette défaite, c'est là que quelque chose, enfin, advient, le dernier plan, évidemment. Il y a quelque chose là, dans la déconstruction, ou dans la défaite, qui lui permet enfin de reprendre pied, curieusement. Mais Shiva, c'est pas la déesse de la destruction? C'est Kali. C'est Kali. Je n'ai rien dit. Pourquoi le film s'appelle Shiva? Mais Shiva, c'est le rituel hébraïque. Ah oui, Shiva! Moi j'étais en Inde. C'est le rituel hébraïque des 7 jours de... Voilà, en tout cas, le rituel de deuil lors d'un décès ou après un enterrement. Moi j'étais partie... Oui, t'es parti loin. C'est la déesse de la destruction, ce bébé... Mais effectivement, il y a un oxymore dans le titre. Hein. Shiva, qui est donc un rituel de la mort, et Baby, qui renvoie évidemment au bébé dans le film, l'intrus absolu, et la naissance. Quoi. Il y a une sorte de contraction. Bonsoir. Effectivement, je voulais parler de ce bébé qui a été un peu abandonné dans cette discussion, je trouve, parce que je trouve qu'il a agi comme un peu un catalyseur de toutes ces injonctions-là qu'on disait, en tant que femme, et aussi à ce personnage-là. Il arrive à chaque fois à des moments où, un peu des moments de tension, il va mettre ça un peu en exergue et montrer que ce qui est fait ou dit à ce moment-là est mauvais, ou que la personne a une mauvaise image. Et je trouve que c'est aussi un rapport avec le premier film qu'on a vu, où on a aussi on se pose en position un peu de voyeur, et on juge aussi le personnage qu'on a devant nous. Et ce bébé-là, dans le deuxième film, j'avais l'impression qu'il avait aussi ce côté-là, un peu de jugement et de justesse ou de droit sur les personnages qu'on avait autour. Voilà. Silence. Waouh. Oui. Ouais. Peut-être que le bébé aussi, il est là comme... D'ailleurs, la femme, à la fin, littéralement, enfin la blonde, se sert de l'enfant pour agresser littéralement Daniel, c'est-à-dire qu'elle lui demande de porter l'enfant, c'est-à-dire elle utilise l'enfant vraiment comme le symbole de sa réussite, de sa féminité la plus accomplie, comme si elle disait à l'autre « tu n'es rien sans ça ». Il y a vraiment une violence qui passe par le bébé, quoi, c'est tout ce que l'autre aurait raté. Quoi. Oui, et puis même à la fin, quand le père ferme la porte de la voiture et qu'on entend encore le bébé hurler à l'intérieur, c'est un peu la voiture où il y a tout le danger et tout l'horreur qui se passe, et on en a marre, et j'ai l'impression que c'est lui un peu qui concentre tout ça, quoi. Mais voilà, c'est une lecture. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était une phrase très courte. Mais c'est vrai que la voiture, à la fin, c'est un effet comique supplémentaire, parce que tu te dis, mais l'enfermement ne cessera jamais. En fait, c'est les poupées russes, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on va encore dans plus petit.
c'est le confinement en réduit, quoi. C'est comme la maquette du film qu'on vient de voir, cette fois-ci. Bon, heureusement, ça ne dure pas trop longtemps, mais là, c'est encore quelques minutes dans une pièce encore plus petite. Bonsoir. Mais oui. Allez-y, oui, je vous vois pas. Où êtes-vous? Je suis là. Vous me cherchez. Voilà. Je suis là. Et j'ai une petite question. Vous avez parlé de 3 clés pour les crises. Je suis curieuse. Bien ces clés. Ah bah très bien, alors en plus je suis sur mon truc. Alors c'était Yankelevitch qui a dit, il a préconisé 3 trucs quand on est perdu. Bah, du coup voilà, c'est 1, dire ce que l'on pense, c'est la franchise. 2, faire ce que l'on dit, c'est l'engagement. 3, devenir ce que l'on est, c'est la sincérité. Débrouillez-vous avec ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Avec un peu d'alcool. Comme il y a le carnet de notes, on peut avoir la 3e citation? C'est laquelle? Parce que tu as dit 3 citations et tu en as donné que 2 dans l'introduction. Ah oui, non, mais... Panda et je sais plus la première. Mais... C'est... nous sommes des animaux domestiqués par notre désir de ne plus être des animaux. Maradona. Oui, allez-y. Oui. Vous avez évoqué en introduction le fait que ce film était un peu celui d'une génération et d'une époque. Et je trouve que ce qui justifie le plus cette assertion, c'est le rythme et le foisonnement d'idées, de thèmes que couvre le film. J'aurais tendance à dire que ce film, c'est une comédie intimiste avec le rythme d'un Mad Max. Ouais. Et je trouve que ça restitue très bien l'époque où on vit avec des ordinateurs, avec des contacts à profusion, avec des idées qui trottent dans la tête de tout un chacun. Et le film est d'autant plus intéressant qu'il met en rapport des personnes jeunes qui sont totalement intégrées à cette époque, et puis les personnes plus âgées, avec la scène de la voiture à la fin notamment, qui n'y sont pas du tout. Et je trouve que ça fait ce rythme qui est un nouveau rythme au cinéma. On a l'habitude de trouver des comédies intimistes où il y a un thème qu'on suit, qu'on développe avec des dialogues relativement lents. Même chez Woody Allen, où il y a un rythme comique, même toute la comédie américaine est basée sur un rythme qui est extrêmement rapide, mais on suit toujours un thème, on le déroule et on met le spectateur dans un confort, puisque l'action va d'un point et là, finalement, il n'y en a pas. On a un portrait à travers des actions, par travers des thèmes, etc. Et surtout un rythme. C'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis hyper d'accord. Le film, il m'a fait aussi penser à Punch Drunk Love. De Paul Thomas Anderson. Ouais, parce qu'Adam Sandler aussi a atteint de crises d'angoisse comme ça, qui sont très rythmées par le son, quand je l'ai regardé. Puis pareil aussi, c'est quoi ce film avec Jamie Lee Curtis, qui est d'ailleurs un remake, où la mère et la fille échangent, elles s'échangent en fait. Un soir, il y a une espèce de coup de foudre magique, un peu comme dans Didier, Freaky Friday. Et je sais pas, ça m'a fait aussi penser à ça, où c'est tout d'un coup, ça... Je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, hein. Je me rends compte. C'est déjà pas mal. Mais ce qui dit à quel point le film vraiment tire une partie de son effet comique ou de son efficacité de la recherche d'effets qui viennent plutôt du cinéma de genre ou du cinéma d'horreur ou du cinéma d'angoisse. Ils ont utilisé certains objectifs pour donner le sentiment, par exemple, que les murs bougeaient ou qu'il y avait un peu comme dans Pulsion de Polanski, enfin que la pièce avait tendance à se rétrécir sur elle, que les murs se rapprochaient. C'est-à-dire vraiment, voilà, l'asphyxie, le manque d'air, la difficulté de respirer. Et elle passe son temps à essayer de s'échapper du plan.
parce qu'elle est coincée par un tel ou une telle et elle passe son temps à chercher, et hop, elle tombe dans l'autre plan, et dans l'autre plan, elle retrouve la même situation, comme dans une sorte de cauchemar qui ne cesse d'augmenter. Le rapport génial qu'elle a au buffet. Moi, j'adore les moments où elle se sert et se dessert à manger, et comment elle dit « je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me désaffamer ». Ça, c'est une très grande trouvaille, à la fois comique, et quasiment, voilà, c'est du comique d'anorexique, quoi. Bonsoir. C'est vrai que les derniers échanges m'ont fait penser à quelque chose, c'est que finalement on revient un peu à la case de départ, c'est-à-dire au film de Clément Cogiteur, dans lequel on avait cette vision de la société dans laquelle on est ultra connecté, localisé, donc, toutes ces images aussi un peu des humains parfaits, etc. Donc on voit l'héroïne du film qui appartient à cette génération. Mais finalement, elle est aussi perdue que Michelle Williams dans les déserts de La Dernière Piste. Et elle essaie de porter son fardeau. Donc voilà, donc, elle essaye aussi de se retrouver elle-même. Donc peut-être pour cela, il faut apprendre à vivre avec ses fantômes, se rendre compte que l'humain parfait n'existe pas, s'accepter soi-même. Et voilà, je pense que ça peut faire un peu le film qu'on a vu ces 3 dernières séances. Ouais, puis j'ai lu j'ai lu une phrase de Rilke là aujourd'hui. En fait, je pensais pas que ça pouvait aller avec le film. Là, j'y ai repensé, où il dit une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure, aller en soi-même et ne rencontrer pendant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Et en fait, je me suis dit en voyant le film que ce qui est assez pénible, je pense, pour les jeunes générations, là, c'est que cette solitude, pas le fait d'être seul, mais cette solitude dont Rilke parle, c'est super dur maintenant de la trouver. Et donc, en fait, après, j'ai pris des petites notes et je me disais, finalement, quand tu te rends compte pas toi-même dans cette solitude-là, on peut se demander quelle est la place de l'autre dans la vie, quoi. Quelle place a quelqu'un d'autre. Et si j'ai besoin de l'autre, est-ce que c'est pas juste parce qu'il a un moyen pour moi ? Et du coup, après, bon, pardon, un moyen de vivre des trucs agréables, d'échanger, de faire que la vie est mieux, etc., ce qui est très bien par ailleurs. Hein. Mais du coup, après, je me disais, tiens, ça m'a posé question sur les rôles qu'on fait jouer à l'autre, qui dépendent en fait des manques qu'on a nous. Et je pense que rencontrer la solitude, c'est renoncer à faire de l'autre un moyen, et de devenir auteur de ce qui nous arrive, quoi, vraiment, et pas acteur, juste pas acteur dirigé par les manques de l'autre. Et cette chose-là, je trouve qu'on le ressent vachement là dans le film, parce que comme tu peux jamais être seul, tu te rencontres pas, et donc tu utilises l'autre que comme un moyen. Et en fait, la seule relation où tu sens qu'il n'y a pas ça, c'est avec sa petite amie. Où il y a de l'amour, en fait, tout simplement. Et ça m'a fait penser à ça. En plus, vous aviez cité Rilke, c'est très chic ici. Hein. Et en fait, pour une autre citation, c'est vrai que pour La Dernière Piste, vous aviez parlé de Bresson. Alors, je suis une grande bressonienne, je n'ai pas vu Bresson dans ce film-là, et j'ai beaucoup pensé pourquoi je ne le voyais pas, et en fait, en réalité, je me suis dit, en effet, je ne vois pas Bresson comme un réalisateur de grands espaces, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, en regardant Shiva Baby, j'ai pensé à une phrase de Bresson, alors que bon, il n'est pas du tout dans le film, mais il y a une phrase très simple de Bresson qui dit « déséquilibrer pour équilibrer ». Donc, à la fin, elle trouve l'équilibre avec sa petite amie. Coucou. Allez-y. Coucou. Je voudrais prolonger ce que vous avez dit avec Rilke, la solitude. Je trouve qu'il y a un effet de remplissage excessif, permanent, tout le temps, déjà dans la façon dont c'est filmé, mais dans la relation de la mère et du père avec leur fille. La mère, elle remplit toujours de manière excessive, avec des réponses aux problèmes que la fille pourrait avoir. Tu vas faire ci, tiens, je vais t'amener, je vais te présenter machin qui va te trouver du boulot, etc. Elle remplit, et le père,
il y a une espèce de bienveillance exagérée, mais qui n'a pas l'air sincère vraiment. On a l'impression que c'est juste, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc il remplit avec des... comme il remplit sa voiture à la fin. Et le corollaire de ça, c'est qu'elle, elle se vide, elle se noie. Une espèce de... Donc et la seule qui lui laisse un peu d'espace, même qui la bouscule un peu, c'est justement sa copine, qui ne remplit pas quand elle trouve le téléphone. Elle pourrait en rajouter. Non, elle lui dit juste une phrase et puis elle la laisse avec son problème. Donc en fait, les gens, enfin, dans ce que vous dites, la relation, la solitude, il ne faut pas essayer de bourrer le crâne, il faut laisser, à un moment donné, les gens faire leur chemin dans leur pensée, dans leur solitude, dans des espèces de distance, de vide. Et elle n'a pas ça avec ce groupe-là, mais surtout avec ses parents. On voit ses relations avec ses parents. Elle est en permanence, il y a un effet bourratif de la mère et du père, de manière différente avec la mère et avec le père, et qui fait que moi j'ai l'impression que cet excès de remplissage crée plutôt justement une espèce de vidage intérieur et de noyade. C'est ce que j'ai senti, ce que m'a fait penser votre phrase sur la solitude. Bah oui, puis j'ai lu une autre phrase de Maître Deshimaru, un maître zen très connu, qui dit qu'est-ce que c'est qu'aider quelqu'un. En fait, il dit il faut mendier avec le pauvre et il faut donner de l'argent aux riches. Et en général, on a toujours envie de faire l'inverse, évidemment. Et enfin, je trouve que c'est un peu ce que vous dites aussi, quoi, de laisser l'espace à l'autre, d'être ce qu'il est. Dans le judaïsme, on dit à un moment donné qu'il faut aider l'autre, mais à un moment donné, il faut laisser la place à Dieu, les croyants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter. On ne peut pas soi-même être une espèce d'être divin qui peut tout contrôler. Il faut laisser l'espace à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui se passent, quoi, qui doivent se passer, et puis il faut les laisser advenir. Pas, mais... Oui, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas toujours envahir l'autre pour son bien. Exactement, c'est ça. Merci. Super dur. Bah oui. Oui, mais en même temps, je trouve le personnage de la mère, le père, je serais moins sûr, mais le personnage de la mère, je ne le trouve pas caricatural. C'est-à-dire qu'elle est effectivement intense, et quand elle prend sa fille par la main pour lui présenter machin qui va lui trouver du boulot, on a juste envie de lui dire, bon, des choses. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est elle qui est quand même la plus, disons, des deux, du père et de la mère, elle la plus proche de sa fille. C'est elle qui quand même, quand à la fin elle renverse les livres, c'est elle qui quand même va vers sa fille malgré l'entourage social. C'est quand même elle, à un moment, elle essaye d'avoir une discussion avec sa fille et d'avoir un moment de vérité avec elle. Je trouve qu'il y a des moments, elle aussi, elle pose un peu le casque, mais pas toujours, loin de là. Ouais. Parce qu'elle a un abattage, l'actrice aussi en particulier, assez impressionnant. Ouais. Pas d'autres interventions ou questions? On va fumer des clopes. Il y en a là, bon, peut-être les fumer des clopes. On va peut-être prendre l'air ou prendre une dernière question, voilà. Juste là, Attends, juste une seconde. Non, mais une observation. Oui, mais attends le micro. Ça l'ambiance ici. C'est donc une observation. On revient à la mère, peut-être pas à la mère de Bernard. Non. Hein, mais quoique. Si on redéroule le film, je suis un peu navré de le dire, cette mère qui connaît bien sa fille Danielle, au tout début du film, c'est quand même cette maman qui met en garde sa fille, entre guillemets, contre Maya. Pas la belle, Maya, la copine. Donc elle n'est pas si bienveillante que ça, enfin je sais pas. Moi, oui, mais parce qu'il y a eu... Oui, mais parce qu'il y a eu... La mère est au courant de l'histoire qu'il y a eu entre Daniel et Maya. Donc elle lui dit, bon maintenant, il s'agit de filer droit, quoi. Oui, donc, mais elle n'aide pas sa fille, finalement. Parce que la fille, non, elle l'aide pas, mais parce qu'elle voudrait, parce qu'elle veut, sa mère, elle veut une chose et son contraire. Hein. Oui, bien sûr.
Une information amusante, c'est qu'en fait, Rachel Sennott, donc l'actrice qui joue Daniel, n'est pas juive, et la goye blonde, qui est donc la femme de Max, elle est juive. Voilà. Je trouve ça amusant. Et vous, Bernard, êtes-vous juif? Alors, on va aller fumer les clopes. Bon, en tout cas, mille merci, Lima Lafont, pour ces 3 séances et 6 films et ces 3 présences. Moi, je suis. Moi, je suis. Moi aussi, mais je voulais pas le dire. C'est vrai? Oui. C'est pas vrai. Ah bah oui. Il fallait pas.